Bonjour et bienvenue dans le podcast The Way. Ici, on parle éducation, parentalité et différence. Donc, je suis installée en Tunisie avec ma famille depuis peu et j'ai fait face à pas mal de problématiques autour de ces thématiques. Aujourd'hui, j'ai voulu créer ce podcast pour justement y répondre en invitant des experts du terrain tunisien. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Maître Michael, qui est installé en Tunisie depuis 8 ans et qui est professeur des écoles. Merci beaucoup pour l'invitation. De rien. Bienvenue. Merci. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu votre parcours professionnel. Euh, Juste pour informer, le but de ce podcast, c'est vraiment de parler à des parents qui souhaiteraient peut-être venir s'installer en Tunisie. Donc, on va parler du système français ici en Tunisie. D'accord. Voilà. Alors, je me présente, donc je suis Maître Michael, enseignant en Tunisie déjà depuis 8 ans. Donc, je suis arrivé il y a 8 ans en Tunisie. Je suis titulaire de l'éducation nationale en France, donc j'exerçais le métier de professeur des écoles déjà en France. Titulaire d'un master 2, donc métier, éducation, enseignement et formation. Et donc, j'ai rejoint la Tunisie maintenant il y a 8 ans pour y enseigner. Et je suis professeur de CE2 dans une école française en Tunisie, à Tunis. Ok. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour, voilà, nous expliquer un petit peu justement le système français ici en Tunisie? Est-ce que, enfin, nous dire un petit peu une journée type, par exemple, pour un enfant, et peut-être aussi mettre en lumière un petit peu les différences qu'il y a avec la France. Alors, donc les écoles, il y a énormément, de plus en plus d'écoles françaises en Tunisie, principalement à Tunis et dans les grandes villes aussi également. C'est des écoles qui ont le même fonctionnement que les écoles françaises, qui sont homologuées par la l'AEFE. On a deux catégories d'écoles. On a les écoles à gestion directe qui appartiennent spécifiquement à la France, donc qui sont rattachées au gouvernement français. Et on a des écoles partenaires qui sont, eux, détenues par des investisseurs tunisiens et qui proposent le programme français également, comme les écoles à gestion directe, et qui sont homologuées par le réseau AEFE. Donc les écoles sont exactement les mêmes, sont structurées de la même façon. Les enseignements, ils sont également identiques. On a dans les écoles souvent des suivis d'homologation par des inspecteurs de l'éducation nationale qui viennent visiter l'école, regarder la conformité des programmes avec ceux de la France. Et donc, ils sont responsables justement de donner l'homologation ou non justement aux écoles. Donc, en ce qui concerne les journées types, c'est exactement comme on peut trouver dans le système français classique. Les enseignants donc, proposent un cadre assez structurant aux élèves en dispensant des apprentissages. Voilà, tout simplement. Donc, après, une journée d'apprentissage, c'est vraiment la même chose qu'en France. On a un groupe classe qui est composé du même nombre d'élèves qu'on peut avoir en France, même un petit peu moins élevé étant donné qu'on est dans des écoles quand même privées. Donc, on essaye d'optimiser un peu les apprentissages et de proposer aux élèves le plus grand confort. Donc forcément, on est sur des effectifs qui peuvent aller de 20 à 30. Et voilà, on propose un cadre assez structurant avec des apprentissages fournis de différentes façons, à travers des rituels, à travers des séquences d'apprentissage, des moments collectifs, des moments individuels, des moments par binôme, des moments de manipulation, des moments d'oral. Donc, toute la pédagogie qu'on peut transmettre en France. Donc, c'est exactement la même chose. Ok. Donc finalement, on peut rassurer aussi les parents de dire qu'il n'y a pas de différence, enfin peut-être mettre en lumière du coup les différences avec ce que le système français ici en Tunisie propose. Non, c'est exactement identique. En plus, moi, par exemple, je suis maître formateur dans le réseau AEFE. Donc, c'est-à-dire que souvent, on est avec une équipe d'enseignants du réseau AEFE, que ce soit des écoles, des enseignants de gestion directe comme Robert Desnos ou d'autres écoles. Et donc, on est confronté souvent à ces enseignants. On reçoit des stagiaires qui veulent se lancer dans l'enseignement. On les guide, on leur apprend le métier, on les observe. Il y a des séances d'observation, il y a des grilles d'observation à remplir. Donc, ces enseignants maîtres formateurs qui, justement, forment un petit peu les enseignants du système français en Tunisie sont aussi bien des écoles à gestion directe comme des écoles partenaires dont je fais partie. Donc, la qualité de l'enseignement est vraiment le même qu'on peut trouver en France et même dans d'autres pays à l'étranger.
Ah bah, ça, c'est super, c'est très rassurant en Mmh. tout cas, en tant que parent d'entendre ça, surtout de la part d'un professeur des écoles. J'ai une autre question, je pense qu'il y a pardon, une Hétérogénéité, hétérogénéité, je pense, du public accueilli. bien sûr. Comment vous faites, avec ça et comment vous pouvez un petit peu, est-ce qu'il y a une adaptation un petit peu de la pédagogie ou est-ce que enfin, comment vous faites en tant que maître, justement, pour favoriser les apprentissages avec cette Hétérogénéité. je vais vraiment pas y arriver, hein. Hétérogénéité. Non, alors en fait, on a les mêmes problématiques en France. On a des élèves à besoins particuliers, qui ont différents troubles cognitifs pour certains, qui ont des retards, des lacunes pour d'autres. Donc ça, on a exactement les mêmes problématiques. Donc on essaie d'adapter notre enseignement à travers la différenciation, à travers la mise en place de dispositifs particuliers pour ces élèves-là. La seule petite différence qu'il peut y avoir par rapport à la France, effectivement, c'est la langue. Donc on a des fois des élèves qui n'ont pas de troubles cognitifs, qui sont très à l'aise et très intellectuellement développés. Mais par contre, il y a ce problème de la langue, donc on doit faire avec, on doit favoriser un petit peu le langage oral pour justement un peu les aider à mieux parler, à mieux comprendre, à leur faire comprendre aussi la compréhension fine, les inférences, choses pour lesquelles ils ne sont pas habitués par rapport à un public français. Donc il y a juste cette petite différence où on doit s'adapter au public, mais de façon générale, surtout en Tunisie, c'est un pays qui est déjà francophone de base. Donc c'est des enfants qui sont déjà très à l'aise avec la langue française. Donc on a très peu de cas d'élèves qui ont des difficultés avec la langue française. Et pour les autres qui ont des troubles cognitifs, bah, on met en place des dispositifs. Il y a des équipes éducatives qui sont mises en place, on reçoit les parents. On en reparlera de toute façon, il y a une collaboration qui est très importante avec les parents. Donc, ils ont besoin de nous aider dans le diagnostic déjà dans un premier temps. Mmh. Puis ensuite, on essaie de voir un petit peu quels sont les troubles et d'adapter nos apprentissages en fonction des troubles. Oui, c'est vrai que c'est une question qui est très importante aussi, les enfants à besoins particuliers. Du coup, enfin, de passer par la case diagnostic, accompagnement, est-ce qu'on peut parler d'une école inclusive ici aussi en Tunisie? Bien sûr. Enfin, comment ça se passe? Est-ce que, bah, justement, est-ce qu'il y a des adaptations qui sont mises en place? Parce qu'en France, je sais que ça passe par effectivement des équipes éducatives, des AESH, enfin des aménagements en tout cas, pour favoriser les apprentissages. Est-ce qu'ici en Tunisie, du coup, ça existe? Est-ce que les parents sont accompagnés justement par les professeurs et par, l'équipe éducative pour mettre tout ça en place? Ou enfin, du coup, comment ça se passe un petit peu en Tunisie pour ces enfants-là spécifiquement? D'accord. En fait, en Tunisie, on n'a pas les mêmes dispositifs légaux qu'on peut avoir en France. En France, on a par exemple la MDPH qui est connue, qui nous aide un petit peu à gérer les élèves qui ont des troubles cognitifs. Donc, il y a toute une mise en place législative à suivre lorsqu'on a un élève à besoin particulier, avec des troubles des fois très importants, on doit passer par la MDPH. Mmh. Ici, on n'a pas les mêmes structures, mais ça n'empêche qu'on a quand même un corps médical qui peut répondre justement à ces besoins-là. Donc, on reçoit les parents dans un premier temps via une équipe éducative quand il y a une sorte de diagnostic de l'enseignant, parce que c'est pas non plus notre devoir et notre métier de poser un diagnostic sur un élève, mais avec l'expérience, on peut voir des fois s'il y a des troubles 10, par exemple, ou s'il y a Mmh. d'autres troubles. Et dans ces cas-là, on reçoit les parents, on en discute. On a une psychologue scolaire qui est dans l'école, qui est là aussi pour observer l'enfant. Donc il y a une équipe pédagogique qui se met en place pour justement pouvoir justement essayer de trouver le bon diagnostic. Donc on dirige les parents à faire des bilans, que ce soit des bilans orthophoniques ou alors des bilans pédopsychiatres par exemple pour d'autres. Mmh. Et donc on arrive comme ça à travailler main dans la main avec les parents, avec les spécialistes également, et à accompagner l'enfant de la meilleure des façons. Ça, c'est intéressant aussi, enfin, de dire que finalement, même les enfants à besoins spécifiques, il y a une possibilité quand même ici en Tunisie de pouvoir les scolariser, même si effectivement on n'a pas les mêmes dispositifs qu'en France Mm. et que finalement ça peut se structurer aussi Bien sûr. ici. Donc ça, c'est hyper intéressant. Par contre, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que les AESH ici, bah, c'est quelque chose d'assez rare.
Mm. si j'ai bien compris. Et puis, c'est les parents qui doivent mettre ça en place aussi et financer la présence d'une AESH. Donc, il y a peut-être, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en avoir un petit peu dans vos classes. Oui, oui, j'ai déjà reçu des AESH qui accompagnaient certains élèves. Alors effectivement, on n'a pas la même procédure, comme je disais, que la France. Mm. Donc en général, les AESH sont trouvés par les parents dans un premier temps. Donc des fois, c'est un peu difficile pour les parents de trouver la bonne personne parce qu'il n'y a pas de, il y a pas trop de, il y a pas de formation spécifique au métier d'AESH en Tunisie. Après, il y a des étudiants, il y a des adultes aussi qui ont fait de la formation dans l'accompagnement d'élèves à besoins particuliers, pas spécialement avec le titre AESH, mais qui ont déjà cette expérience de savoir comment justement encadrer un enfant qui a des besoins particuliers. Donc, il y a des parents qui ont du mal un petit peu à trouver. Nous, on les accompagne au mieux pour justement trouver la bonne personne. Donc, moi, j'ai reçu pas mal de fois des AESH dans ma classe qui étaient vraiment très compétents, D'accord. qui ont beaucoup aidé les élèves et voilà, qui étaient un petit peu. Alors, ce qui est bien justement aussi, si on peut un peu extrapoler par rapport à la France, c'est qu'ils ont aussi un rôle un peu maternel qu'on ne trouverait pas spécialement en France Mm. aussi. C'est-à-dire que en France, bon, l'AESH vient, fait ses heures dans l'école. Or là, vraiment, il y a une proximité avec la famille. Donc, des fois, elle est même à la maison pour aider l'enfant, pour lui donner des cours d'autres choses, par exemple. Donc, il y a une proximité assez forte avec l'enfant qui fait qu'il se sent à l'aise et accompagné. Donc, Ça, c'est positif hein, voilà. quand même. Hein. C'est un aspect positif. Après, il faut juste peut-être dire effectivement du coup que c'est la famille donc qui la trouve et qui la Exactement. paye aussi Mm. et qu'il n'y a pas de prise en charge Mm. pour le coup comme en C'est France. ça. Voilà, il n'y a pas de prise en charge financière en tout Mm. cas pour ces enfants-là spécifiquement. Justement, on va parler un petit peu du rôle des parents. Et en tant que parent, on se pose toujours la question de comment on fait pour aider notre enfant à réussir un petit peu sa transition scolaire finalement, Mhm. pour favoriser son adaptation ici en Tunisie et faire en sorte qu'il s'y plaise et que ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que parents, justement, pour favoriser ça? Bah, déjà, je pense que le projet de venir en Tunisie doit être un projet partagé avec l'enfant. C'est important. Il doit être un peu au cœur de ce projet, parce que souvent, nous, les adultes, on a cette envie de partir euh, pour des raisons personnelles et sans mettre nos enfants au cœur de ce projet. Donc, c'est important déjà de les mettre au cœur de ce projet. Ça leur permet déjà de se préparer, déjà en France, de les accompagner, de les rassurer, de leur montrer un peu les côtés positifs de cette immigration en quelque sorte. Donc, c'est une première chose. Après, pour ce qui est de l'adaptation, il faut les accompagner. Il faut essayer de mettre en œuvre une sorte de cercle autour d'eux dans lequel ils sont accompagnés par des camarades, par des personnes, des grandes personnes aussi également. Donc il faut les accompagner et les rassurer surtout, surtout les rassurer. Mais après, dans l'ensemble, ça reste une école française où la langue parlée est le français. Les habitudes ne sont pas vraiment différentes de ce qu'on peut trouver en France. Donc en général, les enfants s'adaptent assez bien. Oui, il y a pas un grand gap finalement, il n'y a pas une différence très importante. Non. Mais oui, vous avez raison de dire de les rassurer, de les mettre au centre du projet parce que c'est vrai que moi, j'ai vécu ça avec mon fils qui était très angoissé finalement. Il avait peur malgré le fait, il n'est pas arabophone, mon fils, et il comprend pas très bien l'arabe. Et c'est vrai que ça a été son angoisse première, en fait, d'arriver dans un environnement où personne ne le comprend. Et on lui a bien fait comprendre. Tout le monde parle français ici en Tunisie. C'est C'est une ça, chance aussi. Enfin, en tout cas, même s'ils ne le parlent pas très bien, ils le ils le comprennent. comprennent. Et en tout cas, voilà, il y a pas de. Enfin, il y a une possibilité qu'il se fasse comprendre. Et voilà, pour essayer un petit peu de le rassurer. Mais il a fallu un petit temps quand même, le temps qu'il prenne ses repères. Enfin, voilà, il y a un temps d'adaptation aussi. Je pense il faut laisser la chance aux enfants aussi. De s'adapter enfin, et de prendre le temps nécessaire Bien sûr, pour trouver leur bien repère sûr. finalement. Mais ça se fait à travers, comme on en parlait un petit peu avant le podcast, à travers les activités sportives, déjà, les inclure dans des groupes. Et après, comme je dis, l'adaptation est beaucoup plus facile que dans d'autres pays parce que la langue parlée, la seconde langue parlée, le français.
Donc, dans la capitale, d'autant plus, ils sont très à l'aise avec la langue française, Ouais. chose qui est moins possible dans les campagnes, dans les petites villes. Donc, franchement, l'adaptation est très simple quand même à Tunis. Et puis, le cadre et le rythme de vie est très proche de celui qu'on peut trouver en France. Donc, franchement, il faut faire passer le message aux enfants que c'est comme un déménagement au sein de la France. Oui, ça passe mieux du coup. Exactement. Est-ce que vous avez observé un petit peu des erreurs pédagogiques que les parents ont pu faire? Et voilà, et des petits conseils que vous pouvez donner justement aux parents pour éviter un petit peu ces erreurs-là, pour accompagner au mieux les enfants. Alors ça, bon, c'est ce qu'on trouve même en France, hein, c'est Ah, pas spécifique à la Tunisie. Mais effectivement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, quand on parle d'adaptation, le public tunisien est vraiment différent de la France. La place de l'éducation et de la scolarité est très importante ici et très ancrée en ouais, Tunisie. Donc ils attachent énormément d'importance aux résultats, à l'apprentissage et au diplôme. Parce que, comme on le sait, donc la vie est quand même pas forcément simple au niveau professionnel. Donc, il faut vraiment exceller et être excellent pour justement pouvoir obtenir, on va dire, un travail euh, qui soit correct par rapport à ce qu'on recherche. Donc, le public tunisien, ils sont très axés sur l'apprentissage, comme je disais. mmh, Donc, ils poussent beaucoup trop leurs enfants dans l'extrascolaire, c'est-à-dire après l'école, en leur faisant des exercices, des parascolaires, en retravaillant la notion. Sauf que les enfants, chaque enfant a son rythme et ils ont déjà des journées rythmées très intensives par l'école. Et des fois, il y a cette bagarre à la maison où le parent veut absolument le faire travailler. L'enfant refuse, il y a une sorte de surcharge cognitive qui est présente, donc l'enfant n'arrive plus à réfléchir. Et c'est la bagarre à la maison, donc ça crée une tension et puis ça crée surtout une distance avec l'école qui favorise pas l'enfant après pour l'éducation. Donc moi, ce que je dis souvent aux parents pour tout ce qui est autour des apprentissages, il faut le faire de façon ludique. Alors forcément, chaque parent n'est pas forcément enseignant mmh. et n'a pas forcément la pédagogie, mais des choses qui se perdent et qui étaient très ludiques à l'époque, c'est les jeux de société, par exemple. Donc moi, je conseille beaucoup les parents à prendre du temps avec les enfants à travers des jeux de société qui font travailler beaucoup de compétences scolaires, que ce soit les mathématiques ou autres. Et donc ça, c'est important de travailler avec les parents sur ça. Mais c'est comme je dis souvent dans l'éducation, c'est un partenariat. Donc c'est aussi à nous d'accompagner les parents sur comment justement enseigner à leurs enfants de façon correcte. Parce que eux, ils rejettent un petit peu, ils remettent en place ce qu'ils ont de l'enseignement à l'époque de leur enfance. Donc c'est le tableau, c'est tu écoutes le cours, tu fais l'exercice et voilà. Alors qu'on est sur des enfants qui sont totalement différents aujourd'hui. Et donc, on se doit de s'adapter un petit peu à cette génération-là, qui malheureusement qui dit de moins en moins, qui ont du temps de concentration beaucoup plus minime qu'avant. Donc il faut aussi s'adapter à ça et travailler de façon correcte pour qu'il y ait surtout une ambiance apaisante à la maison autour de l'apprentissage. Oui, c'est vrai que les devoirs, c'est toujours le C'est moment la bagarre. angoissant. Mais en fait, parce enfin, on veut bien faire, quoi. Et puis, ben, il y a la liste des devoirs, donc faut tout faire. Et puis, bah voilà. Et puis, bah, l'enfant s'agace, et le parent aussi. Et C'est puis, on ça, a l'impression qu'il comprend rien, qu'il a rien appris. c'est ça. Donc, c'est vrai que souvent, c'est un moment, on va dire, de tension. Vous avez raison, hein, les devoirs, c'est souvent un moment de tension. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, ça, je pense qu'il faut vraiment le dire, c'est que nous, on a des rendez-vous assez régulièrement avec la maîtresse parce qu'elle prend le temps de nous accueillir en tant que parents. Et ça vraiment, c'est quelque chose, je trouve, qui est positif et c'est à noter. Et elle nous a clairement rassurés sur cette question de devoir en disant, bon, bah, si à un moment donné, bah, ça veut pas, il C'est faut ça. juste arrêter, quoi. Mm. Il faut arrêter de... Alors que moi, j'étais plus de l'équipe, on va jusqu'au bout, il y a 2 exercices à faire, on les fait coûte que coûte. Et finalement, effectivement, il y a des jours où il est plus réceptif que C'est ça. d'autres. Et puis,
Et puis ça crée vraiment une vraie bagarre et c'est dommage, quoi. Et c'est dommage, mais ça veut pas dire qu'il apprend pas non plus. Enfin, il y a d'autres manières aussi d'apprendre. Et je pense que le voyage en Tunisie, enfin, et l'emménagement justement en Tunisie, c'est aussi une manière d'apprendre, hein, Bien sûr, finalement. Il y a une transmission qui est pas forcément autour enfin, assis autour d'une table. Donc ça, je pense qu'il faut aussi le mettre en avant que enfin, la découverte de la culture bien tunisienne sûr. aussi, je pense que c'est une manière d'apprendre, quoi. Un enfant qui apprend, je pense, c'est un enfant qui observe et qui est dans une disposition d'apprentissage souvent. C'est-à-dire que souvent, les parents pensent qu'il faut absolument être devant un cahier ou devant un livre pour apprendre, alors qu'on peut passer beaucoup de moments en famille agréables autour des apprentissages. Une balade, tout simplement, à Douga, comme on peut avoir des sites romains exceptionnels en Tunisie, euh, faire partager l'histoire à son enfant, euh, l'intéresser à l'histoire de la Tunisie. Déjà, on est dans un apprentissage. Euh, Aller au marché, je sais pas, de poissons ou autres, faire des courses avec son enfant, montrer un petit peu les spécialités de la Tunisie, les poissons de la Tunisie, travailler un petit peu sur la monnaie. En fait, sans cesse, on peut être dans un apprentissage continu qui est perçu pour l'enfant de façon différente et pourtant qui est vraiment très important. Aller de temps en temps à la bibliothèque municipale, euh, au centre-ville. Il y a énormément de façons de travailler sans forcément faire les devoirs. Et puis, comme on a dit, le dialogue il est important. Aucun maître et maîtresse ne comprendra pas un mot du parent en disant voilà, hier j'ai pas pu travailler avec mon enfant parce qu'il était fatigué, etc. On est totalement à l'écoute et en général, on est compréhensif par rapport à ça. Et il faut savoir aussi que dans le système français, les devoirs sont interdits de façon générale, Ouais. même si bon, c'est la règle qui est un petit peu abstraite, parce que c'est surtout les devoirs oraux qui sont autorisés, mais parce que justement, c'est par rapport à cette inégalité sociale qu'on pouvait avoir en France, de parents qui ne pouvaient pas aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Ici, c'est pareil, alors même s'il n'y a pas cette inégalité sociale, mais il y a des parents qui n'ont pas forcément le temps aussi d'être là pour leurs enfants, pour leur faire faire leurs devoirs. Donc il faut voilà, se décrocher un petit peu de ça et, euh, et ouvrir l'esprit de son enfant différemment que par les apprentissages classiques. Ça, c'est hyper intéressant aussi, hein. Enfin, ça déconstruit un petit peu une idée. Parce que moi, une fois, j'ai discuté avec une maman, mais la maîtresse donne pas de devoirs. Mais en Mais oui, fait, mais, ouais, c'est le elle contexte voyait. tunisien. Oui, voilà, elle voyait ça comme quelque chose de négatif, Bien quoi. sûr, bien sûr. Alors que, enfin, moi, j'aurais tellement aimé, mais voilà, on n'est jamais satisfait, je pense, qu'en tant que parent. Mais c'est vrai que voilà, les devoirs, ça peut cristalliser en tout cas la relation entre les parents et ça peut compliquer un petit peu. Et j'ai l'impression aussi peut-être dégoûter un petit peu, hein, les enfants et c'est pas, enfin, faire l'effet inverse Bien finalement sûr, bien sûr. de ce qu'on voulait initialement. Moi, j'avais une autre question aussi par rapport à ça. Alors, enfin, l'objectif de venir en Tunisie aussi, c'est l'apprentissage de l'arabe. Bien sûr également. Souvent, on vient dans cette optique-là et dans cette idée-là. Du coup, vous, votre regard de maître professeur des écoles sur cette question-là, est-ce que finalement, il y a une possibilité de développer un petit peu son apprentissage euh, de la langue arabe? Et si oui, par quels moyens? Alors, bien sûr, c'est essentiel parce que j'imagine que les personnes qui viennent en Tunisie, c'est pour aussi se rapprocher de leur culture, de leurs origines, de leurs racines. Donc, la langue arabe en fait partie. Alors, dans les écoles françaises, on a 3 heures, 4 heures d'arabe par semaine. Donc, ce qui est quand même assez conséquent, donc qui aide un petit peu les enfants à progresser dans la langue arabe. Et après, il y a toutes les structures autour où on arrive forcément très facilement à apprendre l'arabe, que ce soit avec des maîtres qui donnent des cours particuliers, que ce soit des instituts aussi qui favorisent la langue arabe. Donc, il y a énormément de choses et je trouve ça indispensable pour un enfant, justement. Chaque langue est enrichissante et comme on venait de parler juste avant, la culture et l'enracinement un petit peu de l'enfant est importante. Donc il faut aussi lui faire comprendre que la langue arabe, qui est ses origines, est importante pour lui aussi. Mais il y a beaucoup de façons de l'apprendre ici en Tunisie, en tout cas. Et finalement, l'apprentissage en parallèle de la langue arabe va pas venir biaiser l'apprentissage du français ou venir un peu interférer
dans les apprentissages de l'enfant. Ça, on est d'accord. Non, Il non, y a pas pas du tout. de... Pas du tout. Moi, j'ai des profils d'élèves qui, euh, qui en primaire, hein, pourtant sont très petits et maîtrisent très bien déjà les trois langues, alors qu'ils sont, voilà, ils sont en CE2, CM1, CM2. Donc, Les trois pareil, langues, les c'est... trois langues, c'est-à-dire le français, l'anglais et l'arabe. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'ici, les parents, pareil, comme je vous l'ai dit juste avant, ils attachent une importance principale aux apprentissages. Et les langues en font partie aussi. Donc, il y a beaucoup de parents d'élèves, peut-être que vous en avez dû en croiser déjà, qui mettent Mm. leurs enfants dans des structures comme Amédis ou British Council, par exemple, pour l'anglais. Et après, qui font aussi les mêmes efforts pour la langue arabe. Après, tout est une question d'envie des parents, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien avancer dans le système français tout de façon parallèle en apprenant d'autres langues comme la langue arabe. C'est vrai que c'est une spécificité tunisienne, en fait. Enfin, les enfants sont très, très occupés en Tunisie. Exactement. Enfin, vraiment. Enfin, il y a une... Enfin, moi, je suis assez impressionnée, quoi, parce que après, ils finissent l'école, après, il a études, après, il a sport, après, enfin, ils sont très, très, très occupés. Et bon, alors, c'est pas, en France, c'est différent. C'est plus de la garderie ou ce type de, de, enfin, de dispositif qui est mis en place. Mais c'est vrai qu'ici, c'est assez impressionnant, le rythme qu'il donne. Il y a Hein. certains élèves qui ont vraiment des fois comme je dis aux parents, et c'est nous des fois enseignants qui calmons un peu le rythme parce qu'il y en a qui ont vraiment des emplois du temps de ministre. C'est-à-dire qu'ils sortent de l'école, ils ont solfège, après solfège, des fois ils enchaînent sur autre chose, ils ont cours d'anglais, le lendemain ils ont natation, puis après ils ont arabe. Euh, Comme je dis aux parents, c'est un ressenti avec l'enfant. Quand l'enfant est demandeur et que tout se passe bien, pourquoi pas? Après, quand on sent que l'enfant est fatigué, refuse d'y aller, il faut des fois un petit peu baisser le rythme parce que c'est aussi important d'aller au rythme de l'enfant. L'enfant a besoin aussi de passer du temps à la maison, avec sa famille, des fois de s'ennuyer, parce que aussi, c'est aussi la grande problématique aussi Et oui. d'aujourd'hui, c'est que les parents ne veulent pas laisser leurs enfants rien faire à la maison. Il faut absolument qu'ils aient une activité. Ça peut être parce qu'ils sont en guerre contre les écrans, donc ils savent très bien que si on s'ennuie à la maison, l'enfant va rechercher des écrans. C'est Euh, ça. Je crois, enfin, il y a une part de ça, je pense. Hein. C'est Bien vrai sûr. qu'en fait, les enfants aujourd'hui, ils sont très accrochés aux écrans et enfin, ça fait peur et on sait les conséquences que Bien ça peut sûr. avoir même au niveau cérébral. Et c'est vrai que du coup, de les C'est occuper, la lutte. oui, voilà, c'est ça. On se dit bon, on autorise un petit peu. Enfin, on a du mal un petit peu à trouver la bonne jauge finalement de se dire bon bah un peu d'écran, d'accord. Mm. Enfin, mais de s'ennuyer effectivement, ça peut leur permettre bah, Développer l'imagination. complètement Exactement. développer d'autres compétences. Et c'est vrai que c'est un peu l'angoisse, je pense, en tant que parent, de les laisser sans rien faire, par Mm. peur justement qu'ils se dirigent vers les écrans. C'est Donc, ça, nous avant, on avait des occupations parce qu'on ne voulait pas qu'on traîne trop dehors. oui, C'était ça avant. c'est ça. Maintenant, la problématique, c'est de ne pas rester trop devant les écrans. Après, il faut un juste milieu parce que les enseignants aussi font des fois très peur aux parents par rapport aux écrans. Nous, on a regardé la télévision à notre époque, on n'en est pas mort. On a, on a évolué dans nos apprentissages sans problème. Après, c'est surtout après les réseaux qui sont des fois très Ouais. problématiques, qui sont très aussi addictifs aussi. Et c'est ça la problématique, c'est-à-dire que les jeux vidéo qui sont en réseau maintenant sont très addictifs pour l'enfant, les réseaux sociaux également. Donc, on les met souvent en alerte par rapport à ça. On le voit dans notre quotidien qu'il y a des troubles très spécifiques par rapport à ça qui émergent de plus en plus En lien avec en lien avec, l'addiction au réseau, en c'est lien ça? avec les addictions aux écrans. De plus en plus d'élèves à besoins particuliers, comme on en parlait avant, Ouais. euh, des élèves qui ont des troubles de l'attention, des élèves qui ont des troubles du comportement, du retard du langage pour les plus petits. La lecture aussi, qui est de plus en plus difficile à acquérir dans les classes comme le CP, C1. J'ai l'impression que moi, avec le temps, elle devient de plus en plus tardive. Nous, on a des élèves, mais je pense pas que ce soit lié à la Tunisie, hein. Encore une fois, c'est vraiment dans le monde. On a des élèves qui, en C1, CE2, ne lisent pas encore correctement. Il y a une paresse aussi de la lecture qui est de plus en plus présente. Les enfants ont de moins en moins de plaisir à lire. Ça, pareil, c'est un devoir éducatif du parent. Nous, on est là pour les accompagner également, mais c'est aussi aux parents, dès le plus jeune âge, de les raccrocher à la lecture. De susciter Voilà, l'intérêt finalement. exactement. Et ça disparaît. Et j'en reviens pareil
à ce qu'on disait tout à l'heure, la place du parent est essentielle aussi dans l'apprentissage. Ouais, c'est super important. Je Mm. pense que ça fait la différence, Bien sûr. effectivement. Et vous, vous devez le voir justement en tant que professeur, vous devez quand même le voir. Enfin, les parents qui sont là, qui essayent d'être impliqués. Mais après, il y a une limite aussi à voir. Comment on peut être impliqué sans être non plus trop pressant ou trop. En fait, je pense que l'enfant est Euh, là. Nous, on a un devoir un peu d'exemplarité au niveau de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant sera un peu le miroir de ce qu'on est. Bon, on a dû voir ça sur les réseaux, sur pas mal de choses, des images d'un parent qui est sur l'écran. Forcément, l'enfant est sur l'écran, d'un parent qui lit. Forcément, le parent sera en train de lire. Donc déjà, si nous, en tant que parents, on a cette habitude de lire un livre, on aura plus de facilité à transmettre la lecture à notre enfant que si nous-mêmes, on est souvent sur les écrans à regarder notre téléphone. Donc c'est ce devoir d'exemplarité qu'on a pour justement mettre l'enfant dans les meilleures dispositions. Après, nous, il n'y a pas de secret, on le voit au quotidien. Les enfants les plus éveillés intellectuellement, c'est des enfants qui sont le mieux accompagnés. Les enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas de cadre à la maison, c'est très difficile de les recevoir et c'est très difficile de leur faire un cadre, même si on est là pour ça. Mais le travail sera plus difficile que si on est accompagné des parents. Oui, il faut une solidarité, C'est ça, en fait, maître, parent, pour que exactement. effectivement, pour qu'il y ait le même cadre à la maison et à C'est ça. l'école, pour aussi, qu'il y ait une cohérence pour l'enfant. Je pense que ça, c'est hyper Exactement. important, Et, et, pour l'enfant, en ouais. fait, Et hein. souvent, la problématique qu'on peut recevoir, c'est que le parent, et ça on le retrouve plus dans le privé, effectivement, c'est que le parent compte sur l'école pour faire tout le travail, c'est-à-dire le travail instructif et le travail éducatif. Mmh. Or que des fois, malheureusement, c'est difficile de brusquer les habitudes quand on met le pied à l'école, pour des choses qu'on avait l'habitude de faire à la maison. Et donc, mettre un cadre à l'école est beaucoup plus difficile lorsqu'il n'y a pas de cadre à la maison. Donc, ça va de pair. Et puis vous devenez un petit peu le mauvais objet aussi. Je pense que pour l'enfant, ça doit être compliqué de se dire: «Mais pourquoi? Enfin, de venir ici, Mhm. ça m'impose un cadre spécifique alors qu'à la maison, je peux faire ce que je veux» entre guillemets. Donc Bien ça doit sûr, être aussi compliqué dans la relation, éducative, bien sûr. enfin pour vous, Ah, quoi. alors, même si, pas forcément, parce que nous, ce qu'on remarque avec l'expérience, c'est que l'enfant est à la demande de ce cadre. Donc, c'est-à-dire que malgré qu'on peut être très dur avec lui par rapport au cadre qu'on installe qui n'est pas le même qu'à la maison, il sera toujours reconnaissant et sera toujours admiratif de l'enseignant, peut-être parce que justement, il lui a instauré un cadre qu'il n'avait pas à la maison. C'est-à-dire que les C'est parents rassurant d'aujourd'hui, pour lui, c'est ça, voilà, en fait. voilà, Là, c'est ils ça. ont besoin de ça, les enfants, de savoir jusqu'où ils peuvent aller. Exactement. Ils ont besoin d'entendre non des fois et c'est vrai que des fois, les parents, ils ont du mal à dire non aux enfants, Ouais. de Et plus ça, en plus. vous le trouvez plus dans le système privé alors, du coup, ou pas? Est-ce qu'il y a une Oui, différence un petit peu? Est-ce que bah, justement les enfants du système privé, un petit peu, ils se permettent certains comportements ou, oui, on le voit un peu plus parce que quand même, c'est des enfants forcément qui n'ont pas les mêmes moyens que d'autres enfants du système public ou étatique. Donc, c'est des enfants, alors pas pour tous, hein, heureusement, comme je disais, il y a des parents qui nous accompagnent et qui mettent un cadre à la maison. Mais pour certains, effectivement, il y a des enfants qui ont accès à tout dès le Mmh. plus jeune âge, qui n'ont pas l'habitude d'avoir des refus de la part des parents. Donc, c'est compliqué pour eux lorsqu'ils viennent à l'école de se dire mince, là, j'ai pas le droit, alors qu'à la maison, je peux faire un peu tout ce que je veux. Mais oui, de façon générale, dans le privé, forcément, il y a plus accès à ces enfants-là, effectivement. OK. Finalement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, à nous, parents? Quels conseils vous pourriez nous donner pour essayer justement de mettre ça en place et d'accompagner au mieux notre enfant, mais dans une cohérence justement éducative. Voilà, quels conseils vous pourriez nous donner? Je pense il faut avoir un équilibre dans l'éducation. Il faut allier l'exigence avec aussi l'écoute de l'enfant et son rythme, on va dire son rythme intellectuel et cognitif. Donc il faut accompagner l'enfant au mieux, être proche de lui, l'encourager, le mettre en confiance, s'adapter aussi à son rythme, à son intelligence, parce qu'on a tous des intelligences différentes. Donc c'est aussi s'adapter à lui au mieux, l'accompagner, passer du temps avec lui, l'encourager et surtout, surtout, surtout d'être en collaboration totale avec l'école. Voilà. C'est important parce que des parents qui seront contre l'école ne feront pas avancer leur enfant. Donc il faut une collaboration idéale avec l'école.
Et comme j'ai dit, voilà, accompagner son enfant et l'ouvrir au monde, tout simplement, et profiter de ce voyage en Tunisie pour prendre un maximum de richesses culturelles du pays, parce que c'est un pays qui est riche en beaucoup de choses, que ce soit en histoire, que ce soit en paysage, que ce soit en, en culture. Donc il y a énormément de choses à apprendre de la Tunisie. Et donc je pense qu'il faut être dans cette dynamique où euh, on profite de cet instant, on profite de ce voyage, plus long il sera, on espère, Ouais. pour justement enseigner le maximum de choses. Et moi, ça fait 8 ans que je suis là. C'est un petit pays, hein. Donc, C'est- c'est un petit pays, mais même en 8 ans, j'ai pas fini de faire le tour encore parce qu'il y a énormément de choses à voir. Euh, et voilà, et puis surtout parler avec le peuple, transmettre la langue arabe, transmettre les valeurs, transmettre tout ce qu'il y a à transmettre à son enfant. Et après, son enfant sera dans cette dynamique justement d'apprentissage et l'école sera toujours plus facile pour lui. C'est vrai que je vous rejoins sur l'idée de dire de profiter finalement d'être ici, parce qu'il y a du bon à prendre des gens. Enfin, il y a une transmission culturelle finalement à être avec les autres qui est importante aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre avec la parole ou voilà, il faut vraiment côtoyer les personnes d'ici pour que votre enfant il puisse être imprégné. Et ça, je trouve que c'est une richesse en fait Bien qu'on sûr. offre à nos enfants. Alors oui, ça demande des sacrifices, ça c'est sûr, mais en tout cas, moi, c'est là où je suis vraiment satisfaite. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'angoisse au début, hein, quand on va pour partir. Moi, j'ai eu beaucoup de questionnements, comme je vous disais, sur j'ai peur qu'il s'adapte pas, j'ai peur qu'il ait, enfin, la coupure avec les copains aussi. Mhm. Enfin, tout ça, c'est des questionnements qui font peur en tant que parent parce qu'on a justement une responsabilité envers ses enfants. Et, euh, et puis ben, nous, on a pris la décision, mais on les embarque avec nous aussi. Mhm. Mais finalement, plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est une vraie richesse qu'on leur offre. Alors, je ne sais pas pour nous, en tout cas, combien d'années ça va durer. Mais en tout cas, là, je suis hyper contente parce qu'ils commencent à dire des petits mots en arabe. Ils commencent à avoir de moins en moins peur d'aller à la piscine avec son coach qui parle arabe parce qu'il arrive à le comprendre. Et ça, enfin, pour moi, je trouve que c'est une victoire, hein, finalement. Et c'est assez positif. Je voudrais juste savoir si vous avez un souvenir qui vous a marqué depuis que vous êtes ici, quelque chose, une anecdote que vous pouvez partager un petit peu avec nous, quelque chose d'assez marquant. Bon, j'en ai plein, mais moi, pour répondre un petit peu juste avant la question, c'était qu'il faut aussi, quand on vient, être positif. Ça, je pense que c'est important, parce que les mentalités sont différentes, de toute façon, d'un pays à un autre. Et souvent, on a envie de retrouver dans le pays où on va la même idéologie, Mm. la même façon de penser. Or, on n'y arrivera jamais. Donc, on se dit, oui, mais ici, c'est comme ça, c'est différent, c'est pas normal. Nous, en France, c'était comme ça. Il faut être il faut s'adapter et il faut justement ne pas imposer aux gens du pays en soi notre façon de penser comme on avait en France. C'est très, très important C'est ça, ça, hein. c'est Ça, ça. c'est très important et je pense que c'est ce qui fait la différence aussi, enfin, du vécu, de l'expérience. Parce qu'en fait, si on arrive avec cette idée: «Oui, mais en France, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça», alors déjà, On n'y ça va arrive pas. mal se passer dans tous Exactement, les endroits de vie exactement. et en fait, on va vivre l'expérience de façon Très négative. mauvaise. Exactement. Enfin, il faut effectivement moi, je pense que c'est un travail mental à faire avant de venir ici. En fait, il faut pas venir dans l'optique de changer les choses C'est ou ça. de faire comme on On faisait faisait avant. avant Exactement. en France. Parce que ça, vraiment, ça marche pas du Et tout. Il puis, y il a un faut fonctionnement ici en Tunisie qui est qui est différent. spécifique, exactement, et c'est à nous de nous C'est ça, adapter c'est ça. et à le comprendre. C'est En ça. fait, il y a un petit temps Il- d'adaptation pour le comprendre, mais quand on l'a compris que ça marche comme ça, en fait, Exactement. ça se passe bien, quoi. Faut être positif en fait, tout simplement parce que on est amené de toute façon à voir ce qu'on a envie de voir. C'est-à-dire que quand on est négatif, on va s'arrêter, notre regard va s'arrêter sur tous les aspects négatifs qu'on rencontre dans notre quotidien. Alors que si on vient de façon positive, bah, on va voir forcément toutes les côtés positifs de notre immigration. Et donc c'est ça qui est important, c'est de se dire, ils ont leur façon de vivre, c'est pas à moi d'imposer ma façon de vivre, c'est différent, c'est pas la façon dont je perçois les choses, mais je vais m'adapter. Parce que souvent, beaucoup de familles ont du mal à rester parce que justement, l'écart est trop grand et n'ont pas fait l'effort justement d'adaptation. Et donc, ils ont préféré revenir à leurs habitudes qu'ils avaient avant. Et donc, ça, c'est important. Pour les anecdotes,
Comme ça, c'est Une difficile. oui, mais Euh, peut-être qu'une qui vous a marqué, dans sur l'enseignement, oui, je pense, oui, ça peut être de faire le lien un petit peu bah, avec dans l'enseignement. l'enseignement, c'est surtout les élèves moi, l'amour qu'ils donnent déjà en échange. Si on n'a pas eu l'occasion de parler de ça, mais moi, ce que j'ai vraiment aimé en Tunisie et ce que j'apprécie toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance que, que j'avais moins en France, parce qu'en France, bon, c'est pas aussi pareil, parce que je travaillais dans le public. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui est dû au final. Donc, on avait peu de reconnaissance euh, de la part des parents, de la part aussi même du corps enseignant, de l'équipe pédagogique, parce que c'est notre métier, on doit le fournir et ça s'arrête là. Ici, vraiment, comme je disais, les études ont une place très importante. L'enseignant aussi a une place très importante en Tunisie. Il est très respecté. Et ça, c'est l'anecdote principale, si je peux dire, que je vis toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est la reconnaissance des parents. C'est ma première année lorsque je suis arrivé en Tunisie et que j'ai connu un petit peu les parents d'élèves. Et c'est des parents jusqu'aujourd'hui, ça fait maintenant 8 ans que je suis là, où c'est carrément comme des amis, parce que voilà, on a partagé des moments, ils étaient très bienveillants, ils étaient très reconnaissants de tout ce que j'ai pu apporter à leurs enfants. Donc c'est surtout ça, c'est surtout la proximité qu'on a avec les parents, qui peut être des fois très familiale. Il n'y a pas cette barrière qu'on peut trouver en France. Et donc, nous, on est vraiment voilà, très proche de ça, très proche des parents et de leur reconnaissance surtout. Mmh. C'est vrai que ça demande de l'adaptation aussi parce qu'on a enfin, moi, j'ai pas forcément l'habitude. Alors, je suis très reconnaissante, des enseignants, mais c'est vrai que peut-être qu'on leur dit pas assez finalement en France parce qu'il y a une pudeur, je sais Ouais, pas, ou effectivement peut-être que bah, c'est normal, c'est son travail, mais c'est vrai que c'est pas dans nos habitudes, hein, clairement de le dire. Mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Et puis il y a un côté aussi maternant ouais, aussi. enfin, qu'on voit beaucoup en fait par certaines professeurs ou Mhm. certaines maîtresses, maîtres. Et ça, je trouve ça. Au début, c'était un peu déroutant hein, quand même, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude. Mais en fait, je- en fait c'est comme ça fonctionne comme ça ici. Et les enfants, ça leur plaît. Enfin, Ouais, moi, j'ai la professeure d'arabe, par exemple, qui dit bah, c'est comme mes enfants. Et ouais, puis c'est on ça. voit, elle coucoune, enfin, voilà. Et les enfants, enfin, moi, mon fils, je pense que c'est une posture qui doit lui plaire et ça Bien le sûr, rassure bien sûr. finalement. Surtout par rapport bon, à l'arabe, parce que c'est pas une langue qu'il connaît, mais ça l'aide du coup et ça l'encourage pour Oui, ça le met continuer et dans des bonnes travailler. dispositions. Donc, C'est ça. ça le met à l'aise. Non, c'est sûr que, par exemple, moi, où j'ai eu des moments d'adaptation, mais ça m'a pas gêné en soi, parce que j'avais justement cette reconnaissance, c'est par exemple les messages le soir, que ce soit via des plateformes éducatives comme Classe Dojo ou d'autres, ou même via Messenger des fois. Pour un enseignant de France, ça peut paraître très déroutant, parce qu'on se Oui. dit non, ça y est, moi j'ai fini mes horaires de travail, je rentre chez moi. Mais aussi, justement, le fait de placer cette proximité fait que le parent le reconnaît aussi. Et donc, on l'accompagne, il sent qu'on est présent pour lui, et donc il est reconnaissant de ça. Et donc, c'est cette proximité-là avec le parent qui est bonne pour l'enfant. Après, c'est toujours il faut toujours mettre une distance aussi professionnelle, bien sûr, mais c'est important de lui montrer que nous, on est là pour l'aider, qu'on est à sa disposition aussi, pour justement accompagner au mieux l'enfant. Après, des fois, on a des demandes un peu farfelues, mais après, justement, c'est là où il Il faut faut faire la savoir part des mettre choses. Voilà, parce que la des fois, on a limite. des messages où on se dit non, là, par contre, je dors. Je peux pas là. Voilà, là, là, impossible. Là, c'est pas possible. Ah Voilà. bah, c'est super. Juste peut-être pour résumer un petit peu, quels conseils, enfin, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents qui nous écoutent et qui sont peut-être, qui se questionnent un petit peu pour un retour en Tunisie, définitif ou pas d'ailleurs, hein, il faut voilà, enfin, c'est une expérience à prendre. Voilà, peut-être un petit peu vous avez donné pas mal de conseils, mais peut-être vous, pour résumer un petit peu, tout ça? Bah, moi, je les inviterai à venir déjà, parce que il faut passer le pas, parce que imaginer des choses, c'est toujours très facile, mais passer le pas, c'est toujours autre chose. Les risques ne sont pas très importants, parce que quand même, la Tunisie n'est pas loin de la France, c'est pas quelque chose qui est très loin.
L'adaptation est beaucoup plus facile, comme on a dit, via la langue. Il y a beaucoup de choses qui sont très simples dans l'adaptation. Donc moi, je pense qu'il faut passer le pas. Il faut faire confiance à tout le dispositif scolaire qu'on peut avoir justement en Tunisie, que ce soit chaque école, faire un peu comme vous avez fait un peu le tour des écoles pour voir celle qui est la plus structurante et la plus adaptée à son enfant, discuter avec le corps enseignant. Pour ce qui est de la scolarité, hein, je vais rester que sur la scolarité, Oui, oui. discuter avec le corps enseignant, discuter avec les directeurs, discuter avec les valeurs un petit peu que transmettent l'école, parce que d'une école à une autre, ça peut être vraiment différent, comme on le disait tout à l'heure, et voilà, passer le pas tout simplement, et se dire que quoi qu'il arrive, si vraiment on est positif, ce sera une expérience très enrichissante pour les enfants, pour soi-même aussi également, et voilà, c'est ce que je pourrais dire. C'est vrai que ça, c'est important de le dire parce que moi, au début, quand on a pris la décision de partir, j'étais très angoissée pour mon enfant et j'avais peur pour lui, clairement. Bon, et en fait, j'avais surtout peur qu'il ait du mal, pardon, à s'adapter. Et j'avais peur aussi de me dire, mais il va avoir un gap au niveau éducation, au niveau de ses apprentissages et tout ça. Et puis finalement, quand j'en ai parlé au corps enseignant français en Mhm. France, ils ont été hyper ravis. Et Mhm. ils m'ont clairement dit, mais vous offrez la meilleure chose à votre enfant, en Bien fait. sûr. C'est super au niveau. Enfin, il y a une ouverture intellectuelle, émotionnelle. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on va leur offrir à travers, justement, qu'on peut pas, par notre quotidien, leur offrir, mais on leur offre des valeurs, Bien sûr. une imprégnation culturelle qui est hyper importante. Et je pense qu'il faut vraiment rassurer les parents à ce niveau-là, quoi. Bah, en fait, je pense que l'adaptation, pour qu'elle soit le mieux possible, il faut que déjà l'adulte ne soit pas angoissé. Parce que finalement, l'enfant, c'est un peu comme une éponge, il s'adaptera plus facilement que l'adulte. Nous, on s'inquiète beaucoup pour les enfants, mais l'enfant, je pense, sera le reflet de l'adulte. Donc si l'enfant voit que l'adulte est rassuré, serein, motivé par ce projet, souriant, l'enfant sera normalement de même. Il rencontrera peut-être des difficultés dans son adaptation à travers la langue, d'autres choses, mais de fait que le parent soit positif, tout de suite, il va positiver et ça se passera de la meilleure des façons. Moi, par expérience, j'ai mis mes enfants quand ils sont arrivés dans un système tunisien. Donc, c'était beaucoup plus difficile que s'adapter dans une école française. Ça n'a pas empêché que voilà, il y a eu des moments difficiles, forcément. Mais à partir du moment où ils ont vu la persévérance chez les parents et la motivation qu'on pouvait avoir à s'installer, bah, ils ont bien pris les choses. Il y a eu de la discussion à la maison qui s'installe. Et nous, on est là pour les accompagner, pour les aider. Et on est capable aussi de voir quand ça va plus, de mettre le frein et de changer de projet, que ce soit en changeant d'école, que ce soit même si vraiment ça se passe pas bien à partir. Mais à partir du moment où on est vraiment bienveillant avec l'enfant et dans une bonne disposition et motivé, l'enfant sera notre image et il partagera notre projet avec nous. Et finalement, il peut rencontrer des difficultés ici qu'il aurait Bien sûr. rencontrées en France, hein. Il y a Exactement, pas de, exactement. enfin, il y a quelques spécificités peut-être ici, mais finalement, il aurait pu très bien rencontrer Bien ces sûr, bien difficultés sûr, en bien France. sûr. En France, un déménagement d'une ville à une autre, d'une région à une autre, d'une école à une autre pour un enfant, c'est déjà très compliqué. Mm. Donc c'est la même spécificité. Et puis un enfant peut, lui, ce qu'il a besoin, c'est du relationnel. Donc une mauvaise relation avec des camarades en France, ça peut arriver comme ça peut arriver en Tunisie. Sauf que déjà, la différence, c'est que euh, quand même, les enfants tunisiens, le peuple tunisien est déjà beaucoup plus bienveillant. Après, ça dépend des villes, mais il y a quand même, moi, je trouve, un peu moins d'insécurité, euh, même dans le langage, dans les propos. Donc, quand même, c'est des enfants qui sont aussi respectueux, et qui accompagnent quand même les enfants à s'adapter. Et puis, ils ont aussi, les enfants tunisiens ont un respect, aussi ont une admiration pour les Français, de façon générale. Donc, ils sont très curieux et ils accompagnent au mieux les enfants qui viennent justement de France. Donc, ils sont très admiratifs. Donc, si je reviens à une petite anecdote, ce qui peut être marrant, justement, c'est Ouais. qu'une élève est venue me voir un jour après les vacances à la rentrée. Ça me revient comme ça. Elle m'a dit, Maître, regarde, j'ai une bouteille d'eau. Donc, elle m'a montré une bouteille d'eau Evian. Et elle m'a dit, Maître, c'est de l'eau de France. Donc, voilà, ça montre un petit peu le regard qu'ils ont sur la Oui, France et sur justement cette bienveillance envers
les enfants français. Et aussi, ce que j'ai pu remarquer, enfin, et moi je trouve que c'est quelque chose de positif, c'est qu'ici, tous les adultes se trouvent impliqués dans l'éducation de l'enfant aussi. Bien sûr. Voilà. Et ça, je trouve que c'est bien, de façon bienveillante, hein, mais je trouve que c'est positif parce que du coup, il y a vraiment cette notion un petit peu de peuple, de tribu qui élève les enfants. Et finalement, il y a une réponse où l'adulte, il a justement il a une position importante. Et je trouve que c'est bien aussi. C'est des choses qui se perdent un petit peu, j'ai l'impression, en France. Je sais pas. Oui, Euh, ici, il y a quand même un aspect communautaire où justement on essaie de s'entraider un petit peu dans l'éducation des enfants, dans les apprentissages. Vous, en tant que parent d'élève, vous êtes mieux placé que moi pour parler, mais automatiquement, par exemple, il y a des groupes qui se forment, des mm, groupes WhatsApp, des groupes Facebook, où justement les parents ont ce besoin de, de parler ensemble de la scolarité de l'enfant, de s'aider, de s'entraider, de, des fois de façon très naturelle, de choisir un représentant de la classe pour faire passer le message à l'enseignant. Et donc, il y a cet accompagnement, oui, de la part des parents qui est quand même plus présent et moins individualiste qu'on peut voir peut-être en France aussi également. Et c'est très rassurant, je trouve que quand on Bien arrive, en sûr. fait, on arrive facilement enfin, à dialoguer avec Mm. les autres parents, à échanger et finalement être rassuré aussi, Bien hein, sûr. c'est parce que l'objectif, c'est ça. Je pense que plus on sait, plus on est rassuré Bien finalement sûr. et l'angoisse disparaît. On arrive petit à petit à la fin de notre échange, qui est hyper intéressant. Ouais. Euh, Est-ce que je peux vous laisser peut-être le mot de la fin? Des conseils, vraiment 3 conseils. Si on devait prendre 3 conseils principaux que vous pourriez donner aux parents qui nous écoutent pour vraiment voilà, favoriser et aider au niveau de la scolarité de leur enfant. Alors déjà, si on l'adapte un petit peu à justement cette expatriation de la France, je retiendrai la positivité déjà, c'est-à-dire être positif auprès de son enfant, partager ce projet avec lui. Donc ça, c'est le premier point, comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment d'être positif et de faire ressentir à l'enfant que c'est un bien pour lui et que on va passer de bons moments. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est collaborer avec l'école. Ça, c'est très important, avoir cette collaboration. Euh, Avoir l'équilibre entre la collaboration et l'intrusion, parce que souvent il y a des parents qui sont très intrusifs. Donc il faut justement être là pour collaborer avec l'équipe pédagogique, pour le bien de l'enfant. Donc ça c'est très important. Et la troisième chose, je reviendrai sur le rythme de l'enfant. Aller à son rythme, ne pas trop lui en demander et partager justement les moments de culture, comme on a dit tout à l'heure, travailler avec lui de façon différente sur les apprentissages et surtout respecter son rythme. Voilà. Et l'encourager et être bienveillant vers lui. C'est la, la principale, le principal conseil que je pourrais donner, on va dire. Bah, je vous remercie en tout cas. Merci Merci à beaucoup vous, pour cet échange. avec grand Et plaisir. merci d'avoir répondu présent en tout cas Merci à aujourd'hui. vous de m'avoir invité. Voilà, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Peut-être j'espère. pour d'autres Je l'espère. émissions. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.